Bonjour, je suis Maître Sodium. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de la saga Hellraiser avec le 4e volet réalisé par Kevin Yagher, Joe Chappelle et tiré à 4 épingles par les producteurs. Je veux parler bien sûr de Hellraiser Bloodlines. C'est parti! Après la sortie de Hellraiser 3 en 92, qui a rencontré un très bon accueil de la part du public, les studios voulurent battre le fer tant qu'il était encore chaud et lancèrent donc dans la foulée la production d'une nouvelle suite. Barker, sortant du tournage de son dernier film Lord of Illusion, paru en 95, ne fut cette fois-ci pas évincé du projet et sera présent au poste de producteur exécutif. Il proposa l'idée d'une histoire se déroulant sur 3 époques différentes et racontée de manière linéaire. Atkins, toujours au poste de scénariste, choisit alors d'articuler ce nouveau chapitre autour de la configuration des lamentations, ainsi que son créateur cité dans la nouvelle originale, Philippe Le Marchand. Il réutilisa aussi l'idée du bâtiment orné des motifs de la boîte, visible à la fin du 3e film, en faisant une création architecturale d'un descendant du fabricant de jouets vivant en 1996. Les autres époques explorées seront celles de la Révolution française, plus précisément l'année 1796, afin de nous présenter les créateurs de la boîte, et l'année 2127, où évoluera le dernier descendant de la lignée habitant dans une station spatiale. Car oui, après Hellraiser se passant dans une maison, Hellraiser 2 dans un asile et Hellraiser 3 en boîte de nuit, voici venu Hellraiser in Space. Ce qui n'est pas une nouveauté pour la franchise, la série de comics Hellraiser sortie chez Epic à partir de 89 nous avait déjà raconté une histoire se déroulant dans l'espace. L'important étant ici que les moyens soient mis en œuvre pour qu'on y croie et que l'histoire que l'on nous y raconte ne soit pas ridicule. Mais bref, la réalisation fut proposée à Stuart Gordon et Guillermo del Toro, qui refuseront tous les deux avant d'échouer dans les mains de Kevin Yagher, artiste ayant travaillé sur pas mal d'effets spéciaux et de maquillage dans des films horrifiques, comme les Nightmare on Elm Street 2, 3 et 4, le premier film Chucky, ainsi que le 3e volet de la saga Children of the Corn, distribué par Dimension Film et détenu par Miramax. Bah voilà, tout se recoupe, parfait. Malgré l'engouement des producteurs pour une suite, le premier script présenté fut jugé trop ambitieux et dut subir une première grosse réécriture afin de revoir le budget du film à la baisse. Le tournage débuta donc à Los Angeles en 1994 et fut surnommé bien des temps après par Doug Bradley comme The Shoot from Hell. Le tournage en enfer si vous préférez. Je suis bilingue, moi je rigole quoi. Le directeur de la photographie changea à plusieurs reprises, des membres de l'équipe tombèrent malades, et Doug témoignera même après coup qu'une partie du département artistique et de l'équipe du tournage fut virée dès la première semaine. Malgré toutes ces embûches, Kevin Yagher acheva le tournage en temps et en heure, tout en rentrant dans le budget qui lui était alloué. Celui-ci présenta alors un premier montage d'1h50 qui ne convainc pas les studios, qui réclamèrent une apparition de Pinhead bien plus tôt dans l'intrigue. Aux grandes dames de Barker qui pensaient à juste titre que le voir trop souvent démystifierait le personnage. Ce à quoi les studios ont répondu par « dans ce cas on mettra encore plus de sang ». Continuons. Ils réclamèrent aussi un happy end et commandèrent donc des séances de reshoot afin d'effectuer toutes les modifications nécessaires à leur vision. Kevin Yagher, refusant de participer à ces tournages additionnels, étant exténué par le précédent, ils se tournèrent alors vers le réalisateur Joe Chappelle, à qui ils avaient mené la vie dure sur le tournage d'Halloween 6. Et étrangement, le bonhomme accepta quand même. Ren Ravish, qui avait travaillé sur le scénario du second film Candyman, une autre saga adaptant une nouvelle de Barker, fut appelé en renfort pour aider Peter Atkins à réécrire le script. Toutes ces retouches se feront sur 2 mois en 1995 et accouchèrent d'un nouveau montage d'une durée d'1h25 ayant mis pas mal du travail de Yagher à la poubelle. Le réalisateur du film, ne reconnaissant plus sa vision dans cette nouvelle monture, claqua la porte du studio et rogna le métrage en saisissant la Directors Guild of America, le syndicat des réalisateurs pour le dire plus simplement, afin de faire retirer son nom au générique et d'y assigner le pseudonyme Alan Smithy. Autrement dit, si vous voyez ce nom apparaître au début d'un film, c'est que vous pouvez être sûr que sa production fut un sacré bordel.
Pour la musique, vous pouvez oublier notre cher Christopher Young ainsi que Randy Miller. Ici, c'est un certain Daniel Light que l'on découvre à la composition. Loin d'être à jeter, celle-ci manque tout de même d'ampleur par rapport aux précédentes, malgré un désir audible d'être en continuité avec ses grandes sœurs. Le film n'aidant pas non plus de son côté en la mettant très peu en avant, ce qui vous en conviendrez n'est pas le meilleur moyen pour que le spectateur s'en souvienne. Bon, ceci étant dit, voyons l'étendue des dégâts. Nous débutons notre... Putain, effectivement, Pinhead apparaît vraiment tôt, on n'a même pas eu le temps de voir le générique. Je disais donc, nous débutons cette histoire en l'an 2127 à bord de la station spatiale Minos qui sert à produire de l'énergie à destination de la Terre. Conçue et conduite par le Dr Merchant, interprété par Bruce Ramsay, qui l'a détournée depuis plusieurs jours en renvoyant tous les membres de l'équipage sur Terre sans expliquer à quiconque ce qu'il préparait. Un commando de Marines au jeu d'acteur flamboyant est alors envoyé sur celle-ci afin de découvrir ce qu'il s'y trame. Si cela vous fait penser à Aliens le retour, la ressemblance est purement fortuite. Merchant est alors arrêté en pleine résolution du cube à distance, la configuration se trouvant dans une chambre forte où sont apparus les Cénobites. Le pensant fou, ils envoient alors Rimmer, le spécialiste en... je sais pas, ils le disent pas dans le film, disons leur expert en sciences du comportement et en psychologie pour lui faire passer un petit interrogatoire. Dans tous les cas, voici la scène qui nous servira de lien scénaristique entre les différentes lignes temporelles et résultante des réécritures et reshoots mentionnés plus tôt. Merchant se lance donc dans son grand récit portant sur ses ancêtres ayant combattu les Cénobites. Cela nous transporte aux origines même de la saga, en 1796, en France, où nous faisons la connaissance de Philippe le Marchand, jeune fabricant de jouets et joué par Bruce Ramsay lui aussi, ainsi que sa femme Guenièvre, jouée par Charlotte Chayton, attendant un enfant. Philippe, souhaitant un lieu plus sain et propice au bien-être de sa famille, accepta la commande d'un mystérieux cube par un aristocrate nommé Delille, maître de l'occulte et pratiquant de magie noire. Sans se douter de ce qu'il avait créé, il livra son œuvre achevée le soir même à son commanditaire qui, à l'aide de son apprenti nommé Jacques, invoqua un démon dans la chair d'une pauvre femme précédemment tuée, jouée par Valentina Vargas. Delille la nomma Angélique, Quelle ironie. et expliqua à son apprenti que tant qu'ils n'iront pas à l'encontre des désirs de l'enfer, le démon qu'ils ont invoqué leur obéira. Cependant, ces deux zouaves n'ont pas eu la présence d'esprit d'effectuer leur rituel dans une pièce dénuée de fenêtres ou de tirer même les rideaux, ce qui fait que le marchand était témoin de tous les événements, le conduisant à en parler à son pote le légiste. Cependant, le légiste se moqua de lui rétorquant qu'il vivait dans une ère bien plus rationnelle, où les dieux et les démons étaient de l'histoire ancienne. Il lui fit cependant prendre conscience que s'il avait réussi à créer un artefact capable d'invoquer un démon, il était alors capable d'en créer un qui permettait de les détruire. Mais c'est bien sûr, c'est alors écrié Philippe, qui s'empressa de dessiner ce nouveau mécanisme. Attendez 2 petites minutes là. Le film est en train de nous dire que Philippe n'avait pas conscience de ce qu'il fabriquait. Très bien, mais alors ça veut dire que Delille a commandé un cube à le marchand sans savoir s'il allait fonctionner avec sa magie? À moins qu'il ait peut-être fourni les plans? Mais alors c'est qui les a dessinés à la base? Delille? Delille a peut-être converti une incantation en figure géométrique que Philippe a construite sans doute. Car oui, on voit Delille réciter une incantation lors de l'invocation d'Angélique, ce qui fait fonctionner le cube sans avoir besoin de le toucher. Mais vu comment est montrée la scène, on comprend surtout que ça lui a permis de mettre le démon invoqué dans la chair de la femme. Donc Philippe a fabriqué un mécanisme permettant d'ouvrir les enfers par pur hasard. Bon écoutez, laissez tomber, attendez-vous à être dans le flou sur pas mal d'éléments que le film nous balance. J'ignore si c'est dû au remontage du studio, ou aux différents scripts d'Atkins et Ravish, mais c'est quand même sacrément con que le film devant nous donner les origines du cube n'est même pas fichu de nous les donner convenablement. Et puis il y avait une série de comics qui nous avait déjà donné toutes ces réponses 5 ans auparavant, tout en étant bien plus précises. Poursuivons. Philippe, n'arrivant pas à confectionner ce nouveau mécanisme, finit par se résoudre à reprendre le cube à Delille. Sur place, il se rend compte qu'il a été assassiné par Angélique et Jacques, qui le surprennent et lui expliquent que la lignée des Le Marchand a été maudite par l'enfer pour avoir créé le cube. La révélation se concluant par sa mort des mains d'Angélique, et non, pardon, il y a quand même le temps pour que nos complices partent se promener et que sa femme débarque dans la baraque pour le bisou d'adieu et sa fuite avec son héritier. Et c'est ainsi que le premier segment du film se déroulant en 1796 se termine. C'était court, hein? Dites-vous que le trailer du film nous laisse entrevoir des scènes avec Angélique se déchaînant au milieu des nobles, et plusieurs infos images nous promettaient des pseudo-cénobites avec costumes d'époque, créés toujours par Angélique lors d'une partie de cartes. Ça fait rêver, hein? Mais si vous voulez en voir un aperçu, il va falloir se tourner soit vers YouTube, vers Internet, et les trailers d'époque. Merci les producteurs. Ceci étant dit, nous voilà en 1996, où nous rencontrons le descendant de Le Marchand, John Merchant, et pas John Marston. sa femme Bobby, jouée par Kim Myers, et son fils Jack. My name is Jack Marston. Non, toujours pas. John est donc l'architecte ayant conçu le building au motif de la boîte visible à la fin du 3e film, et fait de nombreux rêves dus à la malédiction de sa lignée, dont un avec Angélique.
Angélique, elle, qui est restée le cul vissé à l'hexagone avec Jack pendant 200 ans, et qui découvre par l'intermédiaire d'un magazine l'existence de ce nouveau descendant. Souhaitant le rencontrer, elle demande à Jack de partir aux États-Unis, ce qu'il refuse. Sauf que cet imbécile a oublié une règle que DeLisle lui avait transmise jadis. Angélique le tue alors en utilisant le Fatality de Julia. On pourrait dire qu'il y a un manque d'imagination, mais le titre de la nouvelle originale étant The Hellbound Heart, il n'est pas surprenant de retrouver le motif du cœur au sein de plusieurs volets de la franchise, que ce soit dans les relations entre les différents personnages ou dans la représentation de l'organe lui-même. Mais revenons-en à Angélique qui, une fois arrivée aux États-Unis, se contente d'apparaître à John histoire de vérifier son identité. Une fois cela fait, elle retrouve le cube du précédent volet dans les fondations de l'immeuble par pur instinct. Habile. Elle le fait ouvrir par un vieux bonnet, faisant apparaître Pinhead ainsi qu'une étrange créature dont on entend juste le bruit de mastication. Nous en reparlerons plus tard. Après un rapide échange nous laissant entrevoir des morceaux de l'or, Things seem to have changed. Hell is more ordered since your time, princess, and much less amusing. elle conclut donc une alliance avec lui afin de capturer le marchand et le forcer à créer une configuration permettant de maintenir la porte des enfers ouverte définitivement sur Terre. Angélique se rend alors dès le lendemain à l'entreprise de John pour le rencontrer. Sa visite lui permet de découvrir l'existence de la configuration permettant de détruire les Cénobites, dessinée par Philippe en 1796 et qui en est ici au stade de simulation informatique. John expliquant qu'en l'état, l'installation dans le bâtiment ne fonctionne que quelques secondes, faute d'avancées technologiques. Pendant ce temps, Pinhead donne à manger des colombes à Chatterbis, qui n'est autre que son chien de compagnie. Bon, je vous avoue que j'ai hurlé la première fois que je l'ai vu, mais les familiers de Cénobites ne sont pas une nouveauté pour la franchise. Apparu dès la première histoire du premier numéro de Hellraiser édité chez Marvel Epic, on pouvait y admirer des créatures difformes et des abeilles Cénobites. Nicolas Vince lui-même expliqua dans le documentaire Léviathan que Shatterer dans le premier film était pensé comme le chien fou de la bande et qu'il était à la base prévu de le faire se déplacer de façon simiesque. On peut d'ailleurs retrouver cette idée exploitée dans Hellraiser Inferno, 5e volet de la franchise, où l'on peut admirer le Cénobite torso, mais on n'en est pas encore là. Alors certes, on pourrait s'indigner devant l'aspect canin de celui-ci, mais n'oublions pas qu'un des chiens les plus connus au monde n'est autre que Cerbère, gardien de la Porte des Enfers, ce qui n'est pas la seule allusion à la mythologie grecque présente dans le film. Mais bref, cette séquence est aussi l'occasion de nous introduire deux nouveaux Cénobites que l'on pourra admirer dans le futur, ainsi qu'une splendide manucure pour Pinhead qui, commençant à s'impatienter, décide donc d'enlever la femme et le fils de John afin de le faire venir à lui. Ce qui marche plutôt bien vu que le monsieur réapplique illico dans son building dont Pinhead a refait la déco. Bah oui, pour rappel il peut faire surgir des chaînes du plafond, donc si on y réfléchit 2 minutes, c'est lui qui a modifié les lieux. Donc en plus d'être leader de l'armée de l'ordre de l'Entaille et d'être chirurgien esthétique, il est décorateur d'intérieur. Un vrai agent polyvalent le monsieur. Plus sérieusement, John se confronte alors à Pinhead qui nous sort la réplique qui me fait toujours autant rire. For God's sake, do I look like someone who cares what God thinks? Après une tentative de fuite ratée, il décide alors de rester faire face au nouveau maître des lieux pour donner une chance à sa famille de s'en sortir. Sa femme croise alors la route de Chatterbist et arrive à activer le cube pour le renvoyer en enfer. Pinhead, quant à lui, prend le temps de sortir la phrase d'accroche de l'affiche originale et du trailer du second volet. Now, it is time to play. Et nous fait une démonstration de son talent d'imitateur en prenant la voix de Jack. Résultat, tout ce petit monde se retrouve dans le hall d'entrée où Angélique se retourne contre Pinhead, demandant à John d'activer le mécanisme permettant de détruire les Cénobites. Malheureusement, la technologie n'étant pas encore assez avancée, cela n'affecte pas notre chère tête d'épingle, qui lassé, tue John sur le champ. Mais si cela n'a pas eu effet sur lui, la boîte, elle, est affectée par le mécanisme, ce qui le renvoie en enfer, amenant de force Angélique avec lui. Et c'est ainsi que se conclut le segment se déroulant en 1996. De retour dans l'espace, nous retrouvons nos deux comparses en 2127 qui se remettent comme nous de ce très long flashback alors qu'un compte à rebours démarre indiquant que la station spatiale est parfaitement alignée avec le Soleil. Les Marines, toujours pas convaincus par l'histoire de notre héros, finissent par libérer les Cénobites enfermés dans la cellule grâce au superbe talent d'imitateur de Pinhead. Ils se font alors tous décimer les uns après les autres, et après un screamer à la Alien qui est ici complètement raté,
Rimmer finit par croire l'histoire de Merchant qui commence alors à mettre son plan à exécution en se confrontant à son tour à Pinhead qui heureusement préfère s'écouter parler au lieu de le supprimer. Merchant repart et demande alors à Rimmer de quitter la station mais celle-ci refuse. Il lui demande alors de l'attendre dans la navette de secours, son plan ne réclamant pas son sacrifice. Mais alors pourquoi tu lui demandes de partir sans toi à la base? Ça a pas de sens. Bon, d'accord, c'est dû à la fin qui a été modifiée où il devait originalement se sacrifier, mais quand même, faites gaffe lors du montage les gars, car là on frôle l'amateurisme. Sur le chemin de la navette, Rimmer croise la route de Shatterbeast, qu'elle tue en augmentant la pression dans une pièce. Merchant quant à lui se retrouve de nouveau face à Pinhead qui continue à s'écouter parler au lieu d'agir, ce qui le fait tomber dans le piège qui lui était tendu. Merchant n'était jamais revenu devant lui, ce n'était qu'un hologramme depuis le début. Je vous assure que de voir Pinhead se faire avoir de la sorte me provoque toujours un petit pincement au cœur. Paye ton super démon qui est incapable de s'apercevoir que l'individu présent devant lui n'est pas vraiment là. Mais bref, Merchant et Rimmer s'enfuient de la station qui se dévoile alors sous son véritable visage, celui de la configuration capable d'anéantir les Cénobites, la configuration Elysium. Mettant fin aux troupes de Léviathan, elle termine son œuvre en prenant la forme qui leur servait jadis à pénétrer dans le monde des vivants, devenant ici la clé pour pénétrer le monde des morts. Alors, le moins que l'on puisse dire, c'est que le film est loin d'être bon malgré le potentiel du projet. Nous proposer de découvrir l'origine de la saga à travers la famille des Le Marchand tout en continuant à développer le combat face à l'enfer est une bonne idée en soi, mais encore faut-il y mettre les moyens dont manque le film a priori au vu de la pauvreté des décors, surtout dans le passé et le futur. Le remontage opéré lors de la post-prod se fait aussi beaucoup ressentir, avec en premier lieu la structure même du film, qui est pendant la majorité du temps sous forme de plusieurs flashbacks, liés entre eux par de banals fondus au noir ou au blanc, là où dans le script original, c'était la faculté des Le Marchand à rêver des événements liés à la boîte qui nous permettait de suivre de façon linéaire leur combat face aux troupes de Léviathan. Les transitions entre les différentes timelines se faisant par le biais du réveil du descendant que l'on suit, poussant un cri d'effroi et de douleur, permettant à la structure même du film d'être dans le thème de la franchise. Bounty of pain. L'autre résultat de ce remontage, c'est bien l'omniprésence de Pinhead, qui n'a jamais été aussi bavard que dans ce quatrième volet. Now, the final movement begins. Soon, the bloodline will be severed. You and your ancestors have proved worthy opponents. The taste of victory is almost bittersweet. Glorious, is it not? Perfect. The creatures that walk on its surface, always looking to the light, never seeing the untold oceans of darkness beyond. There are more humans alive at this moment than in all its pitiful history. The Garden of Eden. A garden of flesh. Mais pour sa défense, ce film a au moins le bon goût de ne pas le faire passer pour un clown comme son prédécesseur, même si le voir se faire duper par un hologramme me met toujours en colère. Je veux dire, ça fait un roman, 2 nouvelles, 3 films et une myriade de comics qu'on nous présente les Cénobites comme des êtres ayant des grands pouvoirs et étant obsédés par la chair. Et là, le film débarque comme une fleur en nous disant qu'un Cénobite, et pas n'importe lequel, n'est même pas capable de se rendre compte que la personne en face de lui n'est qu'une projection holographique et non un amas de peau et d'organes. On nous présente même des êtres humains faisant de la magie, donc ils doivent bien avoir déjà eu affaire à des personnes utilisant des méthodes particulières afin de leur faire face. Ah, et si comme moi vous vous demandiez si sa fusion avec Elliot Spencer dans le climax du précédent film allait avoir un impact sur son personnage, on peut toujours aller se brosser. Ça va se demander si cet élément n'a pas été oublié en cours de route. Malgré l'omniprésence de Pinhead, je trouve à titre personnel que le personnage d'Angélique lui vole tout de même la vedette lors de leur scène en commun. Même s'il n'est pas l'héroïne de ce film, elle reste le personnage faisant le lien entre les différentes époques du récit et émue du même désir d'émancipation que je liais à Tiffany. Présentée comme une démone et donc par extension comme une servante des enfers, elle passera le 3/4 du métrage à se libérer de ses différents maîtres et tentera même de se débarrasser de son propriétaire originel, l'enfer, ici représenté par Pinhead et le cube, avec qui elle est en désaccord.
Mais cela échouera, entraînant son retour au service de Léviathan dans la dernière partie du film. Souffrant aussi des problèmes de post-prod, l'idée de se faire s'affronter 2 générations de serviteurs de l'enfer est bonne, mais ça se résume dans le film seulement à une confrontation très vite expédiée en 1996 et à quelques échanges entre les 2 personnages, dont un nous faisant comprendre que l'enfer tel qu'on nous l'a présenté dans le second film n'a pas toujours été aussi froid et ordonné et que l'on s'y amusait beaucoup plus auparavant. Mais ça reste un élément qui nous est balancé comme ça et qui ne sera jamais réévoqué ensuite, alors que ça soulève plein de questions. Pourquoi l'enfer il a changé ? Il y a eu une guerre entre ses habitants ? Une restructuration hiérarchique ? Peut-être que Léviathan s'est découvert une passion pour l'œuvre de Escher tout en visionnant Planète Interdite, ce qui l'a conduit à changer la déco des lieux et l'uniforme des Cénobites. Blague à part, l'idée d'un changement hiérarchique vient du fait que Pinhead appelle Angélique princesse à plusieurs reprises dans le film. Mais ça reste qu'une supposition, cet élément n'ayant jamais été réutilisé par la suite, et sans doute un témoin des nombreuses réécritures que le script a subies. Je reste tout de même dubitatif par rapport à ce conflit, car mis à part leur désaccord pour laisser la vie sauve au Le Marchand, afin de construire une porte définitivement ouverte entre l'enfer et la terre, je trouve que le reste de la justification est un peu bancal. Pinhead précise à un moment que l'époque de la tentation aurait voulu, et que l'enfer doit montrer son vrai visage, celui de la beauté et de la souffrance. Sauf que même s'il n'a pas été conçu par l'enfer directement, le concept du cube est justement basé sur le principe de tenter la future victime en lui faisant miroiter un niveau de plaisir insoupçonné s'il l'ouvre. Donc si on y réfléchit 2 minutes, la seule chose qui reproche à Angélique, c'est qu'elle n'est pas assez active et sanglante à son goût. Mais bref, tout ceci sera conclu à la hâte par leur renvoi en enfer, changeant définitivement Angélique en Cénobite, avec un design que je trouve particulièrement réussi. Un petit mot d'ailleurs sur le design de ces nouvelles créatures, que je trouve bien meilleur que dans le film précédent. Oui, même le chien, que je préférais toujours à ce putain de Cénobite CD, me relancez pas là-dessus, bordel de merde! Difficile de parler de ce film sans en évoquer son personnage principal, enfin devrais-je dire nos personnages principaux. Si le personnage de Philippe reste le moins visible à l'écran, et c'est fort dommage au vu du potentiel qu'il y avait à exploiter avec le créateur de la configuration, je trouve la prestation de Bruce Ramsay dans ce rôle la plus convaincante de ces 3 incarnations. Je passerai rapidement sur John, que je trouve le moins intéressant du lot, malgré l'idée d'en faire un personnage dépassé par son héritage et rattrapé par la malédiction de sa lignée. De toute manière, la période se déroulant en 96 reste en globalité la moins bonne des 3, et malheureusement pour nous, c'est celle qui a le plus de temps à l'écran. En revanche, le personnage du Dr Merchant est lui déjà un peu plus travaillé. Bon, qu'on s'entende bien, le film en l'état ne nous le présente pas plus que ça en dehors de sa création, la station de Minos. Nommer la station ainsi est assez symbolique, car dans la mythologie grecque, Minos, fils de Zeus et d'Europe, était le roi de Crète. C'est ce roi qui fut cocufié par un taureau après avoir trompé Poséidon, et dont la femme accoucha du Minotaure. Minotaure, qui au même titre que le cube, est une création involontaire et qui terminera enfermé dans un labyrinthe. Le parallèle ne se terminant pas là, car lors de sa mort, Minos devint juge des enfers, rôle que Merchant embrassera pleinement en condamnant les Cénobites à la peine capitale, détruisant par la même occasion ses descendance non désirées. On pourrait même aller plus loin dans cette histoire familiale, avec Pinhead ironisant sur son lien avec les Le Marchand. Is that any way to treat an old friend of the family? Ou encore avec une scène coupée où Merchant se rase le crâne, évoquant le livre d'Ézéchiel dans l'Ancien Testament, qui aborde le sujet de la purification par ce geste, ainsi que la colère de Dieu, et qui vient ajouter un lien physique entre les 2 personnages, créant par la même occasion un semblant de symétrie, comme si l'un était le reflet de l'autre. Thématique du reflet qui est présent tout le long du film, que ce soit en 1796 lors de la naissance d'Angélique, en 1996 lors d'un dialogue avec Pinhead. Pity the mirror will not show your true beauty, princess. Your human admirer may not sense it. I can smell the exquisite stench of what you really are. En 2127 avec le Marines tué à l'aide du miroir, et pour finir, les 2 jumeaux qui sont une transcription physique de ce thème et qui sont habités par la peur d'être séparés l'un de l'autre, ce qui les conduira à devenir interdépendants une fois changés en Cénobites, comme le sont Pinhead et la lignée des Le Marchand à travers le cube et la malédiction. Bon, je vous avoue que j'ai pas mal triché pour ce bilan, m'appuyant autant sur le film auquel on a eu droit que sur les divers montages et scènes coupées disponibles sur internet. Il faut dire que malgré ses bonnes intentions, ce 4e volet reste assez laborieux à regarder et quasiment soporifique sur certains passages. Le rafistolage en post-prod étant assez flagrant, donnant au film un aspect patchwork avec des thèmes tout juste survolés comme l'adultère qui est pourtant lié à la franchise depuis le premier film. Mais malgré tous ces défauts, je le préfère à titre personnel au 3e volet car lui au moins prend son sujet au sérieux et puis j'ai toujours eu un faible pour les œuvres nous racontant la genèse d'un univers. Mais qu'on s'entende bien, ce n'est pas du tout un chef-d'œuvre, loin de là, c'est plutôt un très gros gâchis. Dans tous les cas, le film sorti en 96 au cinéma, seulement sur le territoire américain, et se fit quelque peu torpiller par les critiques mais sera loin d'être un bide commercial.
En Europe, on a eu droit seulement à une sortie en DVD, oui, même en Angleterre, alors que pour rappel, les deux premiers sont des coproductions britanniques à l'origine. La franchise rentrera alors dans une phase d'hibernation d'une durée de 4 ans, et ce, même en comics, dont la dernière série en date s'est arrêtée en 94. Ce film sera le dernier volet à être écrit par Atkins, déclarant lors de sa sortie ne plus vouloir travailler sur la saga au cinéma. Mais cela n'empêchera pas la société Miramax d'envisager une suite, mais ça, c'est une autre histoire. I cannot die. I am forever. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, avant de vous quitter, je vais vous présenter les différentes éditions de l'œuvre ainsi que ses dérivés, même si ce coup-ci, il y a quand même moins de choses à se mettre sous la dent. Alors, si vous êtes intéressé par l'obtention du film en format physique, en France il n'est disponible qu'en DVD. Ici, vous pouvez voir l'édition proposée par le studio Canal. Vous avez le droit sous cette monture au film en VF et en VO STFR. Pour les bonus, vous pouvez toujours vous gratter. Le DVD se contente de nous proposer la filmographie du réalisateur et des acteurs, ainsi que la bande-annonce d'époque contenant quelques scènes ayant sauté lors du remontage en post-prod. Petite précaution à prendre avant d'en faire l'acquisition cependant, méfiez-vous de ces deux éditions. Celle de gauche vous propose le film en format 4/3 et avec seulement la VF, et si j'en crois le dos de la jaquette de la seconde, il semblerait que ce soit aussi son cas. Si vous êtes curieux et que vous comprenez un minimum l'anglais, une version plus proche du script original a été remontée par un fan à l'aide du film sorti en salle, des scènes supprimées avec les effets spéciaux non finalisés, ainsi que des modélisations en 3D. C'est disponible sur YouTube et vous trouverez le lien de la chaîne dans la description. Si la BO vous intéresse malgré sa quasi-absence dans le film, elle est sortie en format CD, mais contrairement à ses grandes sœurs, elle n'a pas été remasterisée ni rééditée, ce qui entraîne pas mal de difficultés à la trouver à un prix décent. Soulignons tout de même l'effort qui a été fait pour l'esthétique de la jaquette et du disque. Voilà, c'est ici que se termine cette vidéo, merci encore à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout, prenez soin de vous et de vos proches, quant à moi je vous dis à la prochaine, salut!